Bienvenue à toi qui m'écoutes. Pour cette vidéo, nous allons à nouveau traverser le temps et l'espace. Retournons de l'autre côté de l'Atlantique et ensemble voyageons dans les forêts enchantées des îles d'Hispaniola. Voyageons aujourd'hui en République dominicaine. Nous voici en présence de Juan, un jeune chasseur parti seul en montagne. Alors que la nuit prenait sa place, notre jeune chasseur décida qu'il était temps pour lui de rentrer. Quand soudain son attention fut attirée par un bruit. Quelle ne fut pas sa surprise quand il aperçut en train de se baigner une femme magnifique. Subjugué par sa grande beauté, Juan, ne pouvant plus la quitter du regard, se mit à la suivre discrètement. Ce n'est que lorsqu'elle se retourna qu'il remarqua que ses pieds étaient inversés. Pris de panique, il tenta de fuir, mais se perdit dans la forêt et ne retrouva jamais son chemin. Restons en République dominicaine, mais passons sur une nouvelle histoire intrigante, celle d'un villageois ensorcelé. Ici, nous l'appellerons Miguel. C'était une nuit paisible. Il avait trouvé le sommeil sans trop de difficultés, lorsque des chants mélodieux le sortirent des bras de Morphée. Intrigué, il se leva et comprit que les chants venaient de la forêt. Miguel sortit donc de chez lui, et en se rapprochant de ces chants envoûtants, il la vit. Elle était sublime avec ses longs cheveux et le fixait intensément. Mais pour cette fois, Miguel aura eu de la chance. Il ne finira pas comme Juan, perdu dans la forêt. Tu l'auras peut-être deviné, nous allons évoquer ces figures légendaires du folklore dominicain. Souvent décrites comme des créatures mystérieuses et envoûtantes, vivant dans les forêts et les montagnes reculées, les Ciguapas. Les deux histoires racontées en début de vidéo sont des légendes. Mais il existe même de nos jours certains habitants des zones rurales de la République dominicaine qui affirment avoir aperçu ces Ciguapas. Elles rôderaient près des villages la nuit, volant la nourriture ou observant les habitants de loin. On dit qu'elles possèdent une grande beauté, captivant tous ceux qui les aperçoivent. Leur chevelure noire est extrêmement longue, tombant jusqu'au sol. Et leur caractéristique la plus célèbre, qui permet de les reconnaître instantanément, leurs pieds, qui sont orientés à l'envers. Cet aspect de leur corps rend leurs traces déroutantes. Ce sont des êtres nocturnes sortant de leur cachette uniquement la nuit, car on dit qu'elles seraient timides. Elles sont connues pour leur silence mystérieux et leur capacité à se mouvoir sans bruit dans les forêts. C'est un de leurs habitats avec les montagnes et les grottes. Selon les légendes, elles peuvent ensorceler ou attirer les hommes avec leur beauté. Mais leur but reste ambigu, car autant les récits peuvent varier. Certains les décrivent comme bienveillantes. Ici, elles pourraient aider les voyageurs perdus. Mais d'autres racontent qu'elles sont terrifiantes, enlevant ou tuant des intrus dans le but de se venger. Mais méfie-toi tout de même si tu en croises une, car les rencontrer est considéré comme un mauvais présage. Comme tu as pu le constater, on dit que ceux qui les croisent sont souvent maudits ou disparaissent mystérieusement. Le peuple à l'origine de ces récits serait les Taínos, un peuple indigène des Caraïbes. Décrits par Christophe Colomb comme des gens d'amour, incapables d'envie et très serviables, aimant leurs prochains comme eux-mêmes. Les Taínos avaient une culture riche et développée, ainsi qu'une grande spiritualité. La société Taïno était organisée en chefferies, appelées caciquates, dirigée par un chef, le cacique. Le cacique avait un rôle politique, religieux et militaire. Il était le plus souvent entouré par ses proches et ses conseillers. Sa demeure était facilement repérable dans leur communauté, car c'était la plus grande, afin de refléter son importance. Passons maintenant sur la partie agricole de ce peuple. Les Taínos étaient d'excellents agriculteurs.
Ils cultivaient le manioc, la patate douce, le maïs, les haricots et le piment. Pour ce peuple, l'agriculture a un rôle majeur, car c'est sur elle que repose leur économie, sous forme d'un système de troc. Le cacique veillant à la redistribution équitable des ressources, non seulement au sein de sa communauté, mais aussi lors d'échanges avec d'autres groupes taïnos ou peuples voisins. Et en plus des produits agricoles, des coquillages et des pierres précieuses pouvaient être troqués. Revenons sur l'aspect spirituel des taïnos. Ils avaient une religion animiste. Ils croyaient que des esprits appelés zemi habitaient les objets, les plantes, les animaux et les forces naturelles. Des figures sculptées en bois ou en pierre représentent ces esprits, qui étaient vénérés dans des cérémonies religieuses. Pour eux, le monde spirituel est bien complexe, avec des divinités principales comme Yukao. Ce dieu était le dieu du bien. Il était associé à la prospérité et à la fertilité, notamment des cultures comme le manioc, base de l'alimentation chez les taïnos. C'était une divinité bienveillante et protectrice. Et il s'opposait au dieu du mal. Celui-ci était le dieu des tempêtes et de la destruction. Cette dualité entre ces deux dieux symbolisait le combat entre les forces du bien et les forces du mal. Ou encore, Atabei, déesse de l'eau douce, de la fertilité et de la terre. Elle est considérée comme la mère de tous les dieux et la personnification de la nature. C'est également une divinité clé dans l'harmonie de l'univers, reliant le ciel, la terre et l'eau. Elle est aussi la déesse de la procréation et la protectrice des femmes enceintes. Selon la mythologie taïno et considérée comme la mère de tous les dieux, c'est la mère de Yukao. Ce lien symbolise son rôle nourricier et sa connexion avec les cycles de la vie et de la croissance. Ceux qui étaient en capacité de pouvoir communiquer avec ces esprits étaient les boïques. Ils jouaient un rôle clé dans les rites religieux, les soins et la communication avec les esprits. Les cérémonies incluaient de la musique, des danses et l'ingestion d'une substance appelée kooba. Avant de procéder à une cérémonie, le chaman se purifiait par le jeûne. Il se faisait également vomir avec l'aide de spatules en bois prévues à cet effet. Lors des cérémonies et rituels religieux, le cacique accompagnait le boïque, alliant le côté spirituel et politique au sein de la société taïno. Dans l'ensemble, ce peuple avait également une connaissance approfondie des plantes médicinales. Et le cacique, en collaboration avec les boïques, supervisait l'utilisation de ces remèdes traditionnels pour le bien-être de la communauté. Le peuple taïno avait une musique riche, qui comprenait des instruments comme les maracas, les tambours et les flûtes, et était souvent joué lors de cérémonies et de fêtes renforçant la culture et les traditions orales. Oui, ce peuple avait une riche tradition de contes et de légendes, transmises par des conteurs lors de cérémonies ou rassemblements communautaires. Et que dirais-tu de connaître quelques-unes de ces légendes? De toute façon, je ne te laisse pas le choix car je ne t'entends pas. Pour la prochaine histoire, je vais utiliser le nom d'un cacique réputé chez les taïnos, Guarionex, et celui d'une figure emblématique de la mythologie symbolisant la création chez les taïnos, Caracaracol. Dans des temps immémoriaux, le dieu Guarionex et la déesse Caracaracol vivaient ensemble dans une immense grotte, appelée Iguanaboina. C'est dans l'une des cavernes de cette grotte que toute vie est née. Guarionex et Caracaracol étaient si puissants qu'ils illuminaient l'intérieur de cette grotte. Mais hélas, leur lumière n'atteignait pas le monde extérieur. Les humains vivaient alors dans une obscurité permanente. Les dieux prirent une décision. Il fallait que la lumière soit partagée avec le monde extérieur. C'est ainsi que Guarionex fut invité à quitter la grotte et à régner sur le jour. Tandis que Caracaracol, plus timide et mystérieuse, choisit d'éclairer la nuit. C'est depuis qu'ils ont quitté leur grotte que ces deux dieux complémentaires dansent dans le ciel pour maintenir l'équilibre du monde. À une époque lointaine, les humains étaient devenus arrogants, mauvais,
et ne respectaient plus la nature. Ils se sentaient supérieurs aux forces naturelles. Le mal régnait dans l'esprit et le cœur des hommes. Ils se détournèrent des divinités et exploitèrent les ressources naturelles sans gratitude ni respect. Le lien sacré entre les humains et la nature était brisé. À ce moment, ils réveillèrent la colère de Quabansex. Maîtresse des vents furieux et des ouragans, elle est souvent associée à deux esprits très puissants eux aussi. Koastriki, l'esprit des inondations, et Guatoba, l'esprit de l'éclair et des tempêtes. Afin de punir les humains, Quabansex libéra toute sa colère. Les villages furent complètement détruits par les grands vents dévastateurs. La pluie qui ne cessait de tomber fit déborder les rivières et les terres furent englouties par des torrents d'eau. Des émis ont tenté de calmer Quabansex, mais en vain. Les humains avaient fait bien trop de mal. Il fallait qu'ils répondent de leurs actes. Il y eut beaucoup de morts. Le peu de survivants comprirent que seul un retour au respect des lois naturelles pourrait rétablir l'ordre. Dans des temps oubliés de la mémoire des hommes, nos ancêtres vivaient non dans le monde extérieur, tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais dans des cavernes sacrées, des lieux empreints de mystère et de puissance divine. Parmi elles, la plus vénérée était Cassie Bajagua, où résonnaient les murmures ancestraux portés par les vents silencieux. À l'intérieur, l'harmonie régnait grâce aux divinités bienveillantes, telles qu'Atabey, mère de la création, et Yukaou, maître des récoltes et de la croissance. Veillant aussi sur ces lieux sacrés, les émis, esprits gardiens des cavernes, s'assuraient que seuls les hommes dignes, respectueux des lois divines, pouvaient quitter Cassie Bajagua pour fouler la lumière du jour. En revanche, un sort différent était réservé à ceux qui avaient grandement manqué de respect aux lois sacrées ou à leurs ancêtres. Dans les profondeurs insondables de cette autre caverne, aucune lumière ne pénétrait. Ces murs froids et humides semblaient murmurer les regrets de ces hommes, souvent décrits comme ayant été oubliés par les dieux. Ces âmes punies ou maudites erreraient encore dans cette caverne, appelée Amayona. Les émis veilleraient avec impartialité afin qu'ils ne puissent en sortir, pour ne pas troubler l'harmonie du monde extérieur. Ce lieu hors du temps retient ces mauvaises âmes dans un cycle éternel de désespoir. Dans un temps avant le temps, le monde était plongé dans une obscurité liquide, un vaste océan sans rivage ni ciel. De ce néant naquit Atabey, la mère de toute création, incarnant les eaux éternelles et le souffle de la vie. Dans sa solitude divine, elle rêva d'un monde où la terre et l'eau se rejoindraient, où la vie foisonnerait dans une harmonie parfaite. Pour concrétiser ce rêve, Atabey façonna son fils, Yukaou, à partir de la boue des profondeurs. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit les étendues infinies de sa mère et dans un élan de gratitude, sema la première montagne, symbole de force et de stabilité dans l'univers fluide. Atabey et Yukaou donnèrent naissance à des vallées fertiles, des forêts luxuriantes et le précieux manioc, aliment sacré qui devint le don des dieux aux hommes. Les Taïnos s'émerveillaient par ses richesses, vénéraient Yukaou comme le gardien de leur récolte et Atabey comme la source de la vie. Mais toute lumière attire des ombres. Au-delà des collines se mouvait un esprit jaloux, Yurakan, le seigneur des tempêtes. Il s'abattit sur les champs fertiles et les villages, dévastant tout sur son passage. Face à cette menace, Atabey appela ses eaux, les rivières et les lacs, pour apaiser la fureur de Yurakan. Yukaou, quant à lui, planta des montagnes plus grandes pour protéger les vallées et les cultures. Il y eut de grandes batailles, et au fur et à mesure, ils réussirent à dompter Yurakan. Atabey et Yukaou apprirent aux hommes à respecter ces cycles. La tempête détruit, mais elle nourrit aussi la terre, et de la destruction naît une renaissance.
Dans un village niché entre les montagnes et un lac scintillant, vivait une jeune fille nommée Amaya. Connue pour sa curiosité insatiable et son amour des récits anciens, elle passait des heures à écouter les anciens parler des esprits des eaux, les Nagas. Ces créatures, disait-il, étaient les gardiennes des eaux sacrées, et leur chant pouvait bénir ou maudire ceux qui les entendaient. Une nuit de pleine lune, alors que tout le village dormait, Amaya fut réveillée par une mélodie étrange et envoûtante. Elle sortit de sa hutte, suivant le chant jusqu'au bord du lac. La lune se reflétait sur l'eau comme un miroir d'argent, et au centre du lac, une silhouette émergea lentement. La Naga était d'une beauté irréelle. Son corps mi-humain, mi-aquatique scintillait sous la lumière lunaire. Ses yeux semblaient contenir les secrets des profondeurs. L'esprit lui offrit un choix, rester dans le monde des mortels ou rejoindre les profondeurs éternelles, où les mystères de l'eau seraient révélés. Après un long silence et une mûre réflexion, Amaya accepta l'offre de la Naga. En prenant la main de l'esprit, elle sentit une vague froide l'envelopper. Son corps sembla se fondre dans les eaux, devenant une part du lac lui-même. Depuis cette nuit, les pêcheurs racontent qu'ils voient parfois deux figures nager sous la surface. L'une, la Naga immortelle. L'autre, Amaya, sa compagne terrestre devenue fille des eaux. Lors des pleines lunes, les chants résonnent au-dessus du lac, rappelant aux mortels le pouvoir et le mystère des esprits des eaux. Ce ne sont pas les seuls récits des Taïnos. Il y en a encore plein d'autres tout aussi fantastiques et mystérieux, allant des origines de l'humanité aux esprits nocturnes venant troubler les vivants. Malheureusement, dès 1494, la vie des Taïnos allait basculer. Lorsque Christophe Colomb et ses hommes arrivèrent sur l'île d'Hispaniola, l'un de ses amiraux était convaincu que l'île regorgeait d'or. Sous pression, le cacique Guarionex aurait promis que chacun pourrait avoir un grelot rempli d'or, mais il ne put honorer sa promesse, faute de métal. De plus, l'atrocité atteignit son paroxysme lorsqu'un des capitaines de Colombe abusa d'une des femmes de Guarionex. Ce fut le point de rupture. Les tueries et les barbaries commencèrent, suivies par les épidémies. En moins de 50 ans, la population taïno, estimée à plusieurs millions, fut réduite à quelques milliers d'âmes. Ce peuple bon et paisible fut décimé, mais son héritage persiste. Leur ADN subsiste dans les populations modernes des Caraïbes. Leurs pratiques agricoles continuent d'inspirer et leurs récits mythologiques vivent encore. Et tu ne le sais peut-être pas, mais tu utilises sûrement des mots hérités de leur langue. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce peuple, mais je vais m'arrêter là. Ce qui est passionnant dans tout ça, c'est de voir à quel point les récits et les légendes des Taïnos ressemblent aux nôtres. Tu ne trouves pas cela curieux? Peut-être que ce ne sont pas que de simples légendes. Alors reste bien sur tes gardes lors de tes prochaines randonnées. Mais pour éviter tout danger, pense à t'abonner.